Imagine, tu es en réunion, ton manager vient d'exposer un problème que personne ne semble savoir résoudre. Et toi, tu as la solution. Elle est là, claire, dans ta tête. Tu prends une inspiration, tu t'apprêtes à parler, et quelque chose se referme. La gorge, le cœur qui s'emballe, le film catastrophe qui se lance tout seul dans ton esprit. Et si je me trompe? Et si tout le monde me regarde bizarrement? Tu te tais. 30 secondes plus tard, un collègue dit exactement ce que tu pensais. Et le groupe applaudit. Si tu as vécu ça, une seule fois ou 10 000 fois, ce livre est pour toi. Non pas pour te donner des techniques de façade, mais pour te montrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur et comment construire une confiance qui ne disparaît pas au premier regard sceptique. Voici l'histoire d'Alex, et peut-être, sans que tu le saches encore, la tienne. Chapitre 1. L'incident du silence. La lumière froide des néos se reflétait sur la grande table de réunion en verre mat, dessinant des rectangles pâles sur les dossiers épars. L'air était chargé d'une tension silencieuse, l'odeur familière du café trop fort se mêlant à celle, plus discrète, de l'anxiété. Alex, assis légèrement en retrait, les doigts crispés sur le bord de son cahier, fixait le diagramme projeté au mur. Les lignes et les boîtes colorées illustraient l'architecture d'une nouvelle fonctionnalité pour l'application web sur laquelle son équipe travaillait depuis mois. Un problème technique persistant, un goulot d'étranglement dans le traitement des données, menaçait de repousser les délais. À 32 ans, Alex était un développeur compétent, capable de lire entre les lignes de code comme un musicien lit une partition. Et à cet instant précis, une solution possible, une modification élégante de la structure de cache venait de se former dans son esprit avec une clarté cristalline. C'était une idée pertinente, logique, potentiellement efficace. Elle reposait sur un principe qu'il avait étudié quelques mois plus tôt et qu'il avait même appliqué avec succès sur un projet personnel. Les mots pour l'expliquer commençaient à s'organiser dans sa tête, à chercher une issue vers ses lèvres. Pourtant, au moment où il inspirait légèrement, prêt à prendre la parole, une vague glacée déferla en lui, annulant toute impulsion. Ce n'était pas une simple nervosité, c'était une marée montante et sournoise de peur pure, qui semblait naître du plus profond de ses entrailles pour envahir chaque espace de sa conscience. La première sensation fut physique, un signal d'alarme corporelle impossible à ignorer. Ses paumes, posées à plat sur la surface lisse du cahier, devinrent instantanément moites, laissant de petites auréoles ternes sur le papier. Une constriction serra sa gorge, comme si une main invisible s'était y refermée, rendant la déglutition douloureuse et la respiration superficielle. Sous sa chemise, son cœur se mit à battre avec une force désordonnée, un martèlement sourd qu'il était persuadé que tous pouvaient entendre à travers le silence de la pièce. Il sentit la chaleur monter à son visage, une rougeur trahitresse qu'il imaginait déjà visible, signe flagrant de son trouble intérieur. Son regard fuyant parcourut les visages autour de la table. Julien, les sourcils légèrement froncés, tapotait son stylo contre ses dents, signe d'impatience. Sarah, la chef de projet, arborait cette expression neutre et légèrement tendue qui présageait une mauvaise nouvelle pour le planning. Les autres collègues semblaient absorbés, certains notant des points, d'autres fixant l'écran d'un air vacant. Dans l'esprit d'Alex, cette simple observation se transforma dans un tribunal. Julien allait-il trouver son idée naïve, mal formulée, révélatrice d'une méconnaissance des contraintes réelles? Son intervention allait-elle interrompre inutilement le flux de la réunion, le désignant comme celui qui parle pour ne rien dire? Et si, ce que je craignais, il se trompait dans son explication, confondant un concept, révélant une faille dans son raisonnement que tous allaient pointer du doigt. La désapprobation, silencieuse ou exprimée, lui parut alors un risque insoutenable, une condamnation bien plus large que la simple proposition technique. C'était son jugement en tant que professionnel, en tant qu'individu capable qui semblait en jeu. Les pensées devinrent intrusives, assaillantes. Et si je me trompe? Ils vont penser que je n'ai rien compris au problème. Je vais perdre du temps à tout le monde. Sarah va noter cela dans son rapport. Chaque scénario catastrophe se déployait avec une vivacité hallucinante, éclipsant complètement la logique initiale de sa solution. Le décalage était vertigineux. D'un côté, la partie rationnelle de son esprit, celle qui comprenait parfaitement la technologie et le contexte, lui soufflait que son idée avait du mérite. De l'autre, un système d'alerte archaïque et surpuissant prenait les commandes, interprétant cette situation sociale banale comme une menace existentielle.
La peur de paraître stupide, cette terreur adolescente n'est jamais tout à fait dissipée, verrouilla ses joues et scella ses lèvres. Il resta silencieux. Le moment où il aurait pu intervenir naturellement dans la foulée de la présentation du problème passa. La conversation bifurqua, Julien évoquant des solutions de contournement plus lourdes. Alex hocha la tête machinalement, un semblant d'attention figé sur son visage, tandis qu'à l'intérieur, un débat stérile faisait rage. Il se répétait son idée, la parant, l'affinant mentalement, comme un trésor qu'il ne pouvait sortir de son écrin. Chaque seconde qui écoulait rendait une intervention plus difficile, plus étrange. Intervenir maintenant semblerait hors de propos, ou pire, comme s'il n'avait pas écouté les échanges intermédiaires. L'occasion s'était évanouie, engloutie par le flot de ses appréhensions. Puis, ce fut le tour de Marc, un développeur plus junior, de prendre la parole. Marc, d'une voix un peu hésitante mais claire, exposa une proposition. Elle n'était pas identique, mais elle partait du même principe, aborder le goulot d'étranglement sous un angle similaire. Alex sentit un pincement au creux de l'estomac. L'idée de Marc était moins aboutie, moins intégrée à l'architecture globale, mais elle touchait juste. Julien cessa de tapoter son stylo. Un léger hochement de tête. Un « intéressant » poursuivait. Sarah nota quelque chose. D'autres membres de l'équipe approuvèrent du regard. L'atmosphère changea imprécisément autour de cette piste nouvelle. Marc, légèrement rougissant, mais visiblement relâché, développa son point. Pour Alex, ce fut assister à une scène où un autre jouait son rôle avec succès. La frustration qui lui montait était âcre, métallique. Elle n'était pas dirigée contre Marc, qui n'avait fait que son travail, mais contre lui-même. Cette idée, il l'avait eue le premier. Il l'avait peaufinée. Il aurait pu la présenter avec plus de précision, éviter les écueils que la version de Marc allait probablement rencontrer. Pourtant, il s'était tu. Le sentiment de manque, d'opportunité perdue était palpable. Mais à cette frustration se mêla, comme une teinte plus subtile, le début d'une auto-analyse. Pour la première fois, au lieu de simplement ruminer son échec, il s'interrogea sur le mécanisme même de son silence. La question ne fut pas seulement « pourquoi me suis-je senti effrayé ?», mais « pourquoi cette peur face à un risque objectivement minime a-t-elle eu le pouvoir de me paralyser au point de me faire renoncer à contribuer ?» Il observa le contraste entre sa capacité intellectuelle, réelle et confirmée, et son incapacité à l'exprimer dans ce contexte social précis. L'écart était vertigineux. D'un côté, la partie rationnelle de son esprit, celle qui comprenait parfaitement la technologie et le contexte, lui soufflait que son idée avait du mérite. De l'autre, un système d'alerte archaïque et surpuissant prenait les commandes, interprétant cette situation sociale banale comme une menace existentielle. La peur de paraître stupide, cette terreur adolescente n'est jamais tout à fait dissipée, verrouilla ses joues et scella ses lèvres. Il resta silencieux. Le moment où il aurait pu intervenir naturellement dans la foulée de la présentation du problème passa. La conversation bifurqua, Julien évoquant des solutions de contournement plus lourdes. Alex hocha la tête machinalement, un semblant d'attention figé sur son visage, tandis qu'à l'intérieur, un débat stérile faisait rage. Il se répétait son idée, la parant, l'affinant mentalement, comme un trésor qu'il ne pouvait sortir de son écrin. Chaque seconde qui écoulait rendait une intervention plus difficile, plus étrange. Intervenir maintenant semblerait hors de propos, ou pire, comme s'il n'avait pas écouté les échanges intermédiaires. L'occasion s'était évanouie, engloutie par le flot de ses appréhensions. Puis, ce fut le tour de Marc, un développeur plus junior, de prendre la parole. Marc, d'une voix un peu hésitante mais claire, exposa une proposition. Elle n'était pas identique, mais elle partait du même principe, abordait le goulot d'étranglement sous un angle similaire. Alex sentit un pincement au creux de l'estomac. L'idée de Marc était moins aboutie, moins intégrée à l'architecture globale, mais elle touchait juste. Julien cessa de tapoter son stylo. Un léger hochement de tête, un « intéressant » poursuivait. Sarah nota quelque chose. D'autres membres de l'équipe approuvèrent du regard. L'atmosphère changea imprécisément autour de cette piste nouvelle. Marc, légèrement rougissant, mais visiblement relâché, développa son point. Pour Alex, ce fut assister à une scène où un autre jouait son rôle avec succès. La frustration qui lui montait était âcre, métallique. Elle n'était pas dirigée contre Marc, qui n'avait fait que son travail, mais contre lui-même. Cette idée, il l'avait eue le premier. Il l'avait peaufinée. Il aurait pu la présenter avec plus de précision, éviter les écueils que la version de Marc allait probablement rencontrer. Pourtant, il s'était tu. Le sentiment de manque, d'opportunité perdue était palpable.
Mais à cette frustration se mêla, comme une teinte plus subtile, le début d'une auto-analyse. Pour la première fois, au lieu de simplement ruminer son échec, il s'interrogea sur le mécanisme même de son silence. La question ne fut pas seulement « pourquoi me suis-je senti effrayé ?», mais « pourquoi cette peur face à un risque objectivement minime a-t-elle eu le pouvoir de me paralyser au point de me faire renoncer à contribuer ?» Il observa le contraste entre sa capacité intellectuelle, réelle et confirmée, et son incapacité à l'exprimer dans ce contexte social précis. L'écart était vertigineux. D'un côté, la partie rationnelle de son esprit, celle qui comprenait parfaitement la technologie et le contexte, lui soufflait que son idée avait du mérite. De l'autre, un système d'alerte archaïque et surpuissant prenait les commandes, interprétant cette situation sociale banale comme une menace existentielle. La peur de paraître stupide, cette terreur adolescente n'est jamais tout à fait dissipée, verrouilla ses joues et scella ses lèvres. Il resta silencieux. Le moment où il aurait pu intervenir. Chapitre 3 – Le miroir social. Le lien douloureux établi avec son enfance laissait Alex dans un état de lucidité fragile. La soirée s'étirait, le silence de l'appartement devenant trop lourd, trop propice aux ruminations. Il chercha une distraction, un anesthésiant mental. Son téléphone, posé sur la table basse, semblait émettre une lueur d'invitation. Machinalement, il le saisit, déverrouilla l'écran et se laissa absorber par le flux infini des applications sociales. C'était un rituel quotidien, une navigation passive et sans but, mais ce soir, sous l'effet de sa récente introspection, cette plongée dans le miroir déformant des réseaux allait prendre une résonance particulière, douloureusement éclairante. Il scrollait, le pouce remontant mécaniquement la cascade de vie calibrée. La première image qui s'imposa fut celle de Thomas, un ancien camarade de promo. La photo était professionnelle, prise dans un open space lumineux aux lignes épurées. Thomas, sourire large et cravate parfaite, posait devant un écran géant affichant un logo corporate prestigieux. La légende était sobre, triomphante. Fier d'annoncer ma promotion au poste de Lead Product Manager après seulement 2 ans dans l'équipe. Un immense merci à tous pour le soutien. #carrière, #succès, #ambition. Alex sentit une première piqûre, minuscule mais nette, quelque part entre l'estomac et la poitrine. Il se souvint de Thomas à la fac, aussi doué que lui, peut-être moins techniquement pointu, mais toujours plus à l'aise pour se mettre en avant, pour vendre son travail. L'écart qu'il percevait alors comme minime semblait soudain un gouffre. Il avait lui aussi 2 ans d'ancienneté dans sa boîte. Aucune promotion en vue. L'idée même de lead quoi que ce soit lui paraissait un horizon lointain et vertigineux. Son pouce continua, évitant de liker la publication. L'algorithme, comprenant son intérêt pour les sphères professionnelles, lui servit ensuite le profil de Clara, une connaissance rencontrée lors d'un séminaire. Elle ne postait pas de promotion, mais des insights. Un long texte, bien structuré, sur les dernières tendances en intelligence artificielle appliquées au marketing, agrémenté de graphiques élégants et terminé par une invitation à télécharger son e-book gratuit. Les commentaires étaient nombreux, élogieux. Toujours aussi pertinente. Merci pour ce partage de valeurs. Alex lut le texte, il était bon, clair, mais rien de révolutionnaire. Pourtant, la manière dont il était présenté, l'autorité tranquille qui s'en dégageait, le mirent mal à l'aise. Il avait les mêmes connaissances, pourrait probablement écrire un texte similaire, mais l'idée de le faire, de s'exposer ainsi au regard et au jugement, lui paraissait aussi insurmontable que de gravir une montagne. Puis vint la vague des vies personnelles. Un autre contact, Julien, un homonyme de son manager, ce qui ajouta une couche d'inconfort, venait de poster un album. Des photos aux couleurs saturées, un ciel d'un bleu irréel, une plage de sable blanc, lui et sa compagne souriant, un cocktail à la main. 2 semaines de déconnexion totale aux Maldives. La vie est belle. #blessed, #vacances, #paradis. Alex regarda la photo, puis le reflet flou de son propre visage dans la fenêtre noire de son salon. Il imaginait la chaleur du soleil, le bruit des vagues, la sensation de légèreté. Puis il pensa à son compte en banque, à ses congés qu'il prenait par bribes, souvent pour rester chez lui à rattraper du travail ou à ne rien faire de particulier. Une angoisse sourde, diffuse, commença à monter en lui.
Ce n'était pas de la jalousie pure, c'était plus complexe. Un sentiment d'être à la traîne, de manquer quelque chose d'essentiel, de vivre une version en noir et blanc d'une vie qui, pour d'autres, était en technicolor. Il se surprit à basculer, presque instinctivement, vers une autre forme de navigation. Il chercha le profil de quelqu'un qu'il savait, par ouï-dire, avoir des difficultés professionnelles. Il le trouva. Les publications étaient rares, souvent des partages d'articles sans commentaire, parfois une photo floue d'un repas. Rien de glorieux, rien qui ne clame le succès. Et là, étrangement, Alex sentit un léger soulagement, un répit bref et coupable. En tout cas, lui, il avait un emploi stable, un appartement. Il n'était pas en bas de l'échelle. Ce soulagement fut immédiatement suivi d'un dégoût de lui-même. Se comparer à quelqu'un perçu comme moins bien loti pour se sentir temporellement mieux, la manœuvre était transparente et misérable. C'est à ce moment précis que le nom de Léon Festinger lui revint en mémoire, lu des années auparavant dans un manuel de psychologie sociale. La théorie de la comparaison sociale. Elle n'était plus un concept abstrait, elle était en train de se vivre dans sa chair à travers l'écran lumineux de son téléphone. Festinger postulait que les individus ont un besoin fondamental d'évaluer leurs opinions et leurs capacités. En l'absence de critères objectifs, ils se comparent aux autres. Alex comprenait soudain qu'il était perpétuellement en train de se calibrer, de se mesurer à ce miroir brisé et partiel qu'étaient ses feeds. Il identifia les deux mécanismes à l'œuvre avec une clarté glaçante. La comparaison ascendante, se mesurer à ceux qu'il percevait comme supérieurs, mieux lotis, plus réussis. Thomas le lead manager, Clara l'experte influente, Julien le voyageur des Maldives. Cette comparaison, au lieu de le motiver, comme elle pouvait le faire parfois théoriquement, engendrait en lui un découragement profond. Elle alimentait un récit d'infériorité, validant ses doutes les plus anciens. « Regarde, eux ils y arrivent, pas toi, c'est bien la preuve que tu n'es pas à la hauteur. » L'écart lui semblait insurmontable, et l'effort nécessaire pour le combler décourageant avant même d'être envisagé. Cette comparaison ascendante puisait directement dans le réservoir de honte lié à l'attente de perfection paternelle. Il n'était jamais assez bon. Puis vint la vague des vies personnelles. Un autre contact, Julien, un homonyme de son manager, venait de poster un album. Des photos aux couleurs saturées, un ciel d'un bleu irréel, une plage de sable blanc, lui et sa compagne souriant, un cocktail à la main. 2 semaines de déconnexion totale aux Maldives. La vie est belle. #blessed, #vacances, #paradis. Alex regarda la photo, puis le reflet flou de son propre visage dans la fenêtre noire de son salon. Il imaginait la chaleur du soleil, le bruit des vagues, la sensation de légèreté. Puis il pensa à son compte en banque, à ses congés qu'il prenait par bribes, souvent pour rester chez lui à rattraper du travail ou à ne rien faire de particulier. Une angoisse sourde, diffuse, commença à monter en lui. Ce n'était pas de la jalousie pure, c'était plus complexe. Un sentiment d'être à la traîne, de manquer quelque chose d'essentiel, de vivre une version en noir et blanc d'une vie qui, pour d'autres, était en technicolor. Il se surprit à basculer, presque instinctivement, vers une autre forme de navigation. Il chercha le profil de quelqu'un qu'il savait, par ouï-dire, avoir des difficultés professionnelles. Il le trouva. Les publications étaient rares, souvent des partages d'articles sans commentaire, parfois une photo floue d'un repas. Rien de glorieux, rien qui ne clame le succès. Et là, étrangement, Alex sentit un léger soulagement, un répit bref et coupable. En tout cas, lui, il avait un emploi stable, un appartement. Il n'était pas en bas de l'échelle. Ce soulagement fut immédiatement suivi d'un dégoût de lui-même. Se comparer à quelqu'un perçu comme moins bien loti pour se sentir temporairement mieux, la manœuvre était transparente et misérable. C'est à ce moment précis que le nom de Léon Festinger lui revint en mémoire, lu des années auparavant dans un manuel de psychologie sociale. La théorie de la comparaison sociale. Elle n'était plus un concept abstrait, elle était en train de se vivre dans sa chair à travers l'écran lumineux de son téléphone. Festinger postulait que les individus ont un besoin fondamental d'évaluer leurs opinions et leurs capacités. En l'absence de critères objectifs, ils se comparent aux autres. Alex comprenait soudain qu'il était perpétuellement en train de se calibrer, de se mesurer à ce miroir brisé et partiel qu'étaient ses feeds. Il identifia les deux mécanismes à l'œuvre avec une clarté glaçante.
La comparaison ascendante, se mesurer à ceux qu'il percevait comme supérieurs, mieux lotis, plus réussis. Thomas le lead manager, Clara l'experte influente, Julien le voyageur des Maldives. Cette comparaison, au lieu de le motiver, comme elle pouvait le faire parfois théoriquement, engendrait en lui un découragement profond. Elle alimentait un récit d'infériorité, validant ses doutes les plus anciens. « Regarde, eux ils y arrivent, pas toi. C'est bien la preuve que tu n'es pas à la hauteur. » L'écart lui semblait insurmontable, et l'effort nécessaire pour le combler décourageant avant même d'être envisagé. Cette comparaison ascendante puisait directement dans le réservoir de honte lié à l'attente de perfection paternelle. Il n'était jamais assez bon. Puis vint la vague des vies personnelles. Un autre contact, Julien, un homonyme de son manager, venait de poster un album. Des photos aux couleurs saturées, un ciel d'un bleu irréel, une plage de sable blanc, lui et sa compagne souriant, un cocktail à la main. 2 semaines de déconnexion totale aux Maldives. La vie est belle. #blessed, #vacances, #paradis. Alex regarda la photo, puis le reflet flou de son propre visage dans la fenêtre noire de son salon. Il imaginait la chaleur du soleil, le bruit des vagues, la sensation de légèreté. Puis il pensa à son compte en banque, à ses congés qu'il prenait par bribes, souvent pour rester chez lui à rattraper du travail ou à ne rien faire de particulier. Une angoisse sourde, diffuse, commença à monter en lui. Ce n'était pas de la jalousie pure, c'était plus complexe. Un sentiment d'être à la traîne, de manquer quelque chose d'essentiel, de vivre une version en noir et blanc d'une vie qui, pour d'autres, était en technicolor. Il se surprit à basculer, presque instinctivement, vers une autre forme de navigation. Il chercha le profil de quelqu'un qu'il savait, par ouï-dire, avoir des difficultés professionnelles. Il le trouva. Les publications étaient rares, souvent... Chapitre 6. Philosophie de l'action. La compréhension neurologique avait opéré en Alex un changement profond, substituant à la honte une curiosité stratégique. Son cerveau n'était plus un ennemi mystérieux, mais un organe au circuit modifiable, et cette connaissance lui donnait un sentiment de contrôle retrouvé. Pourtant, une question persistait, plus abstraite mais tout aussi cruciale: dans quel but remodeler ces circuits? Agir malgré la peur était une technique, un comment, mais elle nécessitait un pourquoi plus solide qu'une simple volonté de performance sociale. C'est ainsi que sa quête, initialement psychologique et scientifique, prit un virage plus existentiel. Il se mit à lire des textes de philosophie, cherchant moins des réponses définitives que des cadres de pensée pour donner un sens à son combat intérieur. Il découvrit alors 2 perspectives qui, bien que séparées par des siècles, vinrent éclairer son chemin avec une force surprenante, transformant sa compréhension de la confiance d'un sentiment à atteindre en une conséquence à construire par l'engagement. La première perspective lui fut offerte par Jean-Paul Sartre et le courant existentialiste. La phrase « l'existence précède l'essence », qu'il avait croisée sans vraiment la comprendre, s'imposa à lui avec la clarté d'un éclair. Pour Sartre, l'homme n'arrive pas au monde avec une nature prédéfinie, un destin inscrit. Il est d'abord jeté là, il existe. C'est ensuite, et seulement ensuite, à travers ses choix et ses actes, qu'il se définit, qu'il crée son essence. Il n'y a pas de moi fixe et préétabli auquel se conformer. Le moi est un projet en perpétuelle construction, une somme d'actions passées et de choix présents. Cette idée frappa Alex avec une intensité particulière. Il avait toujours pensé en termes d'identité figée: je suis un anxieux, je suis quelqu'un qui manque de confiance. Ces étiquettes étaient devenues des essences, des prisons. L'existentialisme lui disait le contraire. Son silence en réunion, ses évitements successifs n'étaient pas l'expression d'une nature anxieuse. Ils étaient les actes par lesquels il avait, jusqu'à présent, défini son essence comme celle d'un fuyard. Mais chaque instant nouveau offrait la possibilité d'un acte différent et donc d'une redéfinition. Se taire le définissait comme silencieux, parler, malgré la peur, le définirait comme quelqu'un qui ose parler. La confiance dans cette optique n'était pas un prérequis pour l'action, elle était le nom que l'on donne rétrospectivement à l'essence construite par une série d'actions courageuses. On ne devient pas confiant pour ensuite agir, on agit et c'est cette action répétée qui forge l'être confiant. Cette inversion logique fut un séisme mental. Elle déplaçait la source de l'identité de l'intérieur, un sentiment, vers l'extérieur, les actes observables. Le pouvoir n'était plus dans l'attente d'un état intérieur parfait, mais dans le choix de l'acte suivant, si petit soit-il.
La deuxième perspective, plus ancienne, vint d'Aristote et de son Éthique des vertus. Là où Sartre insistait sur le choix radical et la construction de soi, Aristote proposait une vision plus graduelle, presque artisanale. Pour le philosophe grec, la vertu, qu'il s'agisse du courage, de la tempérance ou de la générosité, n'est pas un don inné ni une connaissance purement intellectuelle. C'est une habitude, exis, acquise par la pratique répétée, tout comme un musicien maîtrise son instrument ou un artisan son métier. On ne naît pas courageux, on le devient en accomplissant des actes courageux. Alex fut particulièrement captivé par l'idée du juste milieu. Le courage, pour Aristote, est le point d'équilibre entre deux vices, la lâcheté, défaut de courage, et la témérité, excès de courage. L'homme vertueux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui, la ressentant, agit de manière appropriée à la situation. Cette notion d'habitude faisait écho à la neuroplasticité découverte précédemment, mais lui ajoutait une dimension éthique et téléologique. Pratiquer de petits actes de courage, c'était comme un entraînement moral. Chaque fois qu'il surmontait une envie de fuir, il ne renforçait pas seulement un circuit neuronal, il forgeait son caractère, il se sculptait en direction de la vertu de courage. La confiance devenait alors la résultante visible d'un caractère ainsi forgé, la facilité apparente de celui qui a pratiqué jusqu'à ce que l'action juste devienne une seconde nature. Cette vision offrait à Alex une forme de patience. Il n'avait pas à se transformer d'un coup, il avait à s'entraîner jour après jour, comme on travaille un muscle atrophié, en acceptant que les premiers mouvements soient hésitants et difficiles. Assis à son bureau, le livre d'Aristote ouvert à côté de notes sur Sartre, Alex sentit ces deux philosophies converger vers un point central qui le concernait intimement, le concept d'intégrité interne. Il avait toujours pensé l'intégrité comme une honnêteté envers les autres, mais il comprenait maintenant qu'elle commençait par une honnêteté envers soi-même, par l'alignement entre ses valeurs déclarées et ses actions réelles. Il prit une feuille blanche et traça 2 colonnes. Dans la première, il inscrivit ses valeurs fondamentales, celles à qui il aspirait vraiment, au-delà des peurs, la curiosité intellectuelle, l'authenticité, la croissance personnelle, le respect de soi et des autres. Dans la seconde, il dressa la liste des actions récentes, celles analysées dans son carnet, le silence en réunion, le refus du séminaire, les rendez-vous annulés, les formations évitées. Le constat fut sans appel. Un gouffre béant séparait les 2 colonnes. Il valorisait la curiosité mais avait fui une occasion d'apprendre, il prenait l'authenticité mais s'était muré dans un silence qui masquait ses pensées, il aspirait à la croissance mais avait choisi la sécurité stagnante de l'évitement. Chaque action d'évitement n'était pas seulement un échec social ou une perte d'opportunité, c'était une trahison de ses propres principes, une fracture dans son intégrité interne. Il réalisait avec une acuité douloureuse que le manque de confiance qu'il ressentait n'était pas la cause de ses échecs, mais bien leur conséquence, c'était le signal d'alarme émotionnel déclenché par cette incohérence persistante entre ce qu'il disait vouloir être et ce qu'il faisait réellement. Son cerveau, à travers l'anxiété et le doute, lui criait cette dissonance. La synthèse des philosophies et de cette prise de conscience personnelle marqua un tournant mental crucial. La confiance véritable n'apparaîtrait pas comme par magie, lorsqu'il se sentirait enfin assez fort, elle émergerait, lentement, comme le sous-produit naturel d'une vie de plus en plus alignée si ses valeurs étaient la curiosité et l'authenticité. Alors un acte de confiance serait simplement l'acte de poser une question par curiosité réelle ou de partager une opinion par authenticité, indépendamment du tremblement de la voix ou de la peur du jugement. L'action elle-même, en tant qu'expression de la valeur, devenait l'objectif premier. Le sentiment de confiance, s'il venait, serait la cerise sur le gâteau, la récompense neurologique et psychologique d'avoir été fidèle à soi-même. Cette idée transformait radicalement la nature du défi. Il ne s'agissait plus de devenir confiant, une quête vague et angoissante vers un état idéal, il s'agissait d'agir avec intégrité, une tâche concrète, observable, à accomplir dans l'instant présent. La prochaine fois qu'une situation se présenterait, la question ne serait plus « est-ce que je me sens assez confiant pour le faire ?», elle serait « quelle action serait cohérente avec la personne que je veux être, avec les valeurs que je choisis de défendre ?» Le focus se déplaçait de l'état intérieur, toujours fluctuant, souvent défavorable, vers le choix éthique et existentiel. Même avec la peur, même avec les mains moites, l'action pouvait être prise comme un vote pour son propre projet d'être. Chaque vote comptait. Chaque acte aligné, aussi petit soit-il, était une pierre ajoutée à l'édifice de sa nouvelle essence, une répétition dans l'apprentissage de la vertu de courage. Alex referma les livres. Le silence de la pièce n'était plus pesant, il était chargé de possibilités.
La peur, il le savait maintenant, ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Son amygdale resterait sensible. Mais elle n'aurait plus le dernier mot. Elle ne serait plus qu'un bruit de fond, un conditionnement ancien face au projet conscient de se construire par des actes choisis. Il n'était plus le jouet de ses circuits neuronaux ou de ses schémas enfantins, il était l'architecte, aussi hésitant soit-il, de son propre caractère. La confiance n'était plus un sentiment à attendre passivement, mais une conséquence à mériter activement, jour après jour, choix après choix. Cette nuit-là, pour la première fois, Alex s'endormit non pas avec le sentiment d'un manque à combler, mais avec la vision claire, bien qu'intimidante, d'un travail à accomplir, le travail de rendre ses actions dignes de ses valeurs et de laisser la confiance grandir comme une fleur sur le terreau de cette intégrité retrouvée. Le prochain pas, quel qu'il soit, ne serait plus simplement une attention d'aller mieux, ce serait un acte philosophique, une déclaration existentielle sur le genre d'homme qu'il a décidé de devenir. Chapitre 7. Le premier pas petit. La théorie était désormais en place, un édifice mental solide construit à partir des ruines de ses doutes. La neuroscience lui offrait une carte de son cerveau, la philosophie une boussole pour son âme. Mais Alex savait, avec une certitude aussi claire que celle qui lui faisait écrire une ligne de code propre, que les cartes et les boussoles ne servent à rien si l'on ne se met pas en marche. Le pont entre la compréhension et la transformation devait être bâti avec les pierres rugueuses de l'action. Il décida donc de mettre délibérément en pratique le concept le plus concret qu'il avait rencontré, celui de la petite victoire. Il ne s'agissait pas de gravir une montagne d'un coup, mais de poser un pied sur la première pierre, puis l'autre, en acceptant que le vertige fasse partie du paysage. L'occasion se présenta quelques jours plus tard lors d'une réunion d'équipe informelle, un point quotidien de 15 minutes pour synchroniser les travaux en cours. L'enjeu était faible, l'atmosphère relaxée. Julien, leur manager, faisait le tour de la table virtuelle, la réunion se tenait en visioconférence, pour recueillir les points de blocage. Alex avait noté depuis quelques semaines une inefficacité dans le processus de déploiement des mises à jour mineures. Ce n'était pas un problème criant, juste une friction, une perte de temps cumulée qui ralentissait l'équipe. Il n'en avait parlé à personne, l'observant avec la frustration silencieuse de celui qui voit une porte grincer sans oser y mettre de l'huile. Cette fois, il avait préparé son intervention. La veille soir, il avait écrit sur un carnet en une phrase simple et neutre « Le processus manuel de validation pour les hotfix mineurs crée un délai moyen d'une demi-journée. Une automatisation basique via un script existant pourrait le réduire à quelques minutes. C'est juste une observation. » L'anticipation anxieuse commença bien avant la réunion. Au réveil, alors qu'il préparait son café, l'idée de devoir parler traversa son esprit comme une lame froide. L'amygdale, fidèle à son poste, émit son premier signal d'alerte faible, un pincement dans la poitrine, une pensée intrusive. Et si on me dit que c'est une perte de temps d'en parler ? Alex reconnut la sensation. Au lieu de la fuir ou de se laisser submerger par le scénario catastrophe, il appliqua la pratique mentale qu'il s'était imposée. Il s'assit 2 minutes. Chapitre 9. La tempête des doutes. La progression n'était pas linéaire. Alex l'avait lu, compris intellectuellement, mais il fallut l'expérience concrète, brutale, pour en saisir la vérité viscérale. L'accumulation des petites preuves avait créé en lui un fragile sentiment de momentum, une impression que la pente était enfin descendante. Il avait parlé, refusé, proposé, abordé. Chaque fois, le monde n'avait pas cédé, mais il ne s'était pas écroulé non plus. Une certaine assurance opérationnelle commençait à se dessiner, comme la confiance d'un marcheur qui, après avoir longtemps trébuché sur un sentier rocailleux, trouve enfin un rythme. C'est précisément dans cet état d'équilibre précaire que l'univers, avec son sens ironique du timing, décida de lui rappeler que le sentier menait aussi à des falaises. L'occasion fut une présentation importante. Pas une simple remarque en réunion d'équipe, mais un exposé de 20 minutes devant un public mixte, une dizaine de collègues techniques, mais aussi la chef de produit Sarah, le directeur adjoint des opérations et 2 représentants d'un partenaire externe. L'enjeu était de présenter l'architecture technique d'un nouveau module sur lequel Alex avait travaillé pendant des mois. C'était son travail, son bébé, et il le connaissait sur le bout des doigts. La préparation fut solide, méticuleuse, obsessionnelle même. Il passa des soirées à affiner ses slides, à répéter son discours devant son miroir, à anticiper les questions. Il appliqua toutes les techniques, visualisation positive, ancrage par la respiration, rappel de ses petites victoires passées. Le jour J, en entrant dans la salle de conférence, il se sentait nerveux, certes, mais armé. La peur était là, mais elle semblait canalisée, transformée en une énergie d'alerte utile. Les premières minutes se déroulèrent selon le plan.
Sa voix était claire, un peu tendue mais audible. Il présentait le contexte, le problème à résoudre, puis il arriva au cœur de son exposé, le schéma d'architecture. Le diagramme complexe qu'il avait pourtant dessiné lui-même s'afficha à l'écran. Et c'est à ce moment précis que son esprit fit un blanc non pas de panique totale, mais un court-circuit subtil et dévastateur. Le fil logique qu'il suivait depuis le début, ce fil qu'il tenait fermement, lui échappa soudain. Les mots qu'il avait répétés des dizaines de fois se volatilisèrent. Il regarda le diagramme, et pendant 2 ou 3 secondes qui lui parurent une éternité, il ne vit plus qu'un enchevêtrement de boîtes et de flèches dépourvues de sens. Son cortex préfrontal, ce régulateur qu'il croyait avoir renforcé, sembla tout simplement s'éteindre. Il bafouilla. Il tenta de reprendre là où il pensait en être, mais sa phrase fut tachée, maladroite. Ici, le service d'API, donc, reçoit la requête et, avant de la transmettre au moteur de calcul, il valide le token, évidemment. Le mot « évidemment » sonna faux, comme une tentative désespérée de masquer l'hésitation. Il sentit une chaleur intense lui monter au visage. Ses mains qui tenaient le cliqueur devinrent moites. Il cherchait désespérément des yeux un point d'ancrage sur le mur du fond, mais son regard croisa celui d'un des représentants du partenaire, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible. L'homme avait légèrement plissé les yeux et sa bouche formait une ligne mince, presque pincée. Pour Alex, fut une décharge électrique. Son cerveau en mode survie interpréta cette micro-expression en 1 nanoseconde. Agacement, ennui, mépris peut-être. La certitude fut immédiate et absolue. Il m'en veut de perdre son temps. Il pense que je suis incompétent. Le reste de la présentation se déroula dans un brouillard. Alex retrouva tant bien que mal le fil, sa voix devenant monocorde, mécanique. Il termina dans les temps, ouvrit les questions. Il y en eut quelques-unes, techniques, auxquelles il répondit correctement mais sans élan. Puis ce fut fini. Les remerciements polis, le bruit des chaises qu'on repousse. Alex éteignit le projecteur, rassembla ses affiches d'une main tremblante. La honte était intense, physique. Elle lui serrait la gorge et lui tordait les entrailles. C'était une sensation liquide et brûlante qui semblait vouloir le dissoudre sur place. Tous les progrès des dernières semaines furent balayés d'un coup. Le vieux récidiviste revenait en force, amplifié par l'écho de cet échec public. « Je ne suis pas fait pour ça ». La phrase résonna en lui, non pas comme une pensée, mais comme une vérité révélée. « Tu as cru pouvoir changer ? Regarde, au premier vrai test, tu t'enfondres. Tu es un imposteur, et tout le monde l'a vu aujourd'hui. » La tentation du repli total fut presque irrésistible. L'envie de rentrer chez soi, d'éteindre son téléphone, de s'enfouir dans le silence et l'obscurité, de ne plus jamais avoir à se montrer. Le piège du confort qu'il croyait avoir identifié se rouvrait sous ses pieds plus séduisant que jamais. Au moins, dans le repli, il n'y aurait plus de regards agacés à subir, plus de blancs embarrassants, plus de cette honte cuisante. Il passa l'après-midi dans un état de torpeur douloureuse, accomplissant ses tâches machinalement. Le soir venu, assis dans le silence de son appartement, la tempête faisait rage. Mais quelque chose avait changé depuis le premier incident du silence. Il y avait désormais en lui, à côté de la voix criarde de la honte, une autre voix, plus calme, plus ténue, forgée par les semaines de lecture et de pratique. C'était la voix de l'observateur rationnel. Elle ne niait pas la souffrance, mais elle refusait de se laisser submerger par le verdict catastrophique. Avec un effort conscient qui lui coûta énormément, Alex décida d'appliquer l'approche qu'il avait théorisée. Il sortit un carnet. En haut de la page, il écrivit « Présentation du 14 avril, analyse rationnelle ». Il commença par décomposer l'événement, comme on démonte une machine pour comprendre la panne. Première colonne, ce qui s'est mal passé. Il nota « Blanc mental au moment du diagramme, bafouillage pendant environ 10-15 secondes, perte de fluidité et d'enthousiasme par la suite, interprétation probable d'un regard agacé dans un participant. » Il s'arrêta, respira. Puis il traça une deuxième colonne, ce qui s'est correctement ou bien passé. Il força son esprit à chercher. Introduction claire, explication du contexte précise, réponse aux questions techniques correctes, respect du timing. Le contenu technique du slide était bon et approuvé en amont. La liste, une fois commencée, n'était pas vide. La présentation n'avait pas été un désastre complet. Une partie, en fait, la plupart du temps, était claire et professionnelle. Le désastre était concentré sur un épisode de quelques secondes, mais son impact émotionnel avait contaminé toute son expérience et son souvenir de l'événement. C'était le biais de négativité à l'œuvre, cette tendance du cerveau à accorder plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. Il aborda ensuite le point le plus douloureux, le regard du participant. Il écrivit « Preuve que le regard signifiait de l'agacement envers moi ».
Et en face, aucune preuve. Hypothèse alternative, concentration, réflexion sur un point technique, problème de vue, habitude faciale, malaise personnel. Il réalisa qu'il avait fait une lecture d'esprit, une attribution d'intention négative sans la moindre preuve, sur la base d'une micro-expression fugace interprétée dans un état de grande vulnérabilité. Il était probable, voire certain, que l'homme n'avait même pas conscience de son expression, ou qu'elle était liée à toute autre chose. Alex avait projeté sa propre honte et son propre critique sur un visage neutre, en faisant de cet inconnu le juge suprême de sa performance. Vint alors l'étape la plus difficile, pratiquer l'autocompassion plutôt que l'autoflagellation. Il essaya de se considérer comme il le ferait pour un ami ou un collègue qui aurait vécu la même chose. Que lui dirait-il ? Probablement, c'est arrivé à tout le monde de perdre le fil lors d'une présentation. Le contenu était bon, tu as répondu aux questions, une petite erreur ne défait pas tout le travail. Ces mots appliqués à lui-même sonnaient faux dans un premier temps. L'autoflagellation était une habitude ancienne, rassurante dans sa sévérité même. Mais il insista. Il écrivit « L'erreur est une information utile, pas une condamnation. Information, sous stress intense, ma préparation verbale peut être fragile. À travailler, ancrage plus solide pour les passages clés, peut-être des notes papier en secours. » Il transformait ainsi l'échec perçu dans un point de données, en un feedback pour améliorer sa méthode, non en une sentence à sa valeur. Le travail le plus profond fut de séparer son identité de sa performance ponctuelle. « Je ne suis pas fait pour ça » était une fusion totale. L'acte, une présentation hésitante, définissait l'être, un incapable. Il repensa à Sartre. Cet acte ne le définissait que s'il laissait être le dernier. Son essence était le projet global, la somme de tous ses actes, y compris ceux à venir. Un mauvais passage dans une présentation n'était pas plus lui que le fait d'avoir refusé une tâche avec assertivité la semaine précédente. Il était un être complexe, en devenir, et non le résultat d'un seul moment sous pression. Cette performance était un événement, pas une identité. La tempête ne se calma pas instantanément. La honte mit plusieurs heures à perdre de son intensité brûlante, se transformant en une mélancolie résiduelle. Mais le travail rationnel avait créé une digue. L'envie de repli total était toujours là, mais elle n'était plus une évidence, elle était devenue un choix, et Alex pouvait maintenant voir le coût de ce choix, l'abandon de tous les progrès réalisés, la validation du scénario catastrophe, la soumission à la peur. Il choisit, difficilement, de ne pas s'y abandonner. Il ne se sentait pas bien, mais il se sentait conscient. La gestion de l'échec perçu n'était pas son point fort, mais il venait d'en faire l'apprentissage, dans la douleur, mais de manière active. Avant de se coucher, il relisait les notes de son carnet. La présentation n'était plus un monolithe de honte, mais un objet composite, avec des zones d'ombre et des zones de lumière. Il avait survécu à la tempête des doutes sans couler. Il avait même, malgré tout, navigué. La confiance, comprenait-il maintenant plus que jamais, n'était pas un sentiment à cultiver dans le secret de son cœur. C'était la compétence à traverser ces tempêtes sans se perdre complètement, en s'accrochant aux instruments de navigation qu'il avait patiemment appris à utiliser. La décomposition rationnelle, l'autocompassion, la séparation de l'acte et de l'être. La progression n'était pas linéaire, elle était faite d'avancées et de reculs, de petits pas et de chutes. L'important n'était pas de ne jamais tomber, mais de savoir comment se relever, et de quelle manière on choisissait de se parler une fois à terre. Cette nuit-là, Alex, meurtri mais toujours en lice, se parla un peu moins durement, et ce fut en soi une nouvelle petite victoire, arrachée au cœur même de la défaite. Chapitre 10 – L'intégration. Les feuilles des arbres visibles depuis la fenêtre de bureau d'Alex avaient viré du vert tendre du printemps au ton cuisson de l'automne. Plusieurs mois avaient s'écoulé depuis la présentation difficile, cette tempête de doute qui avait failli tout emporter. Le temps, associé à une pratique obstinée, avait fait son œuvre de sédimentation. Un soir, assis à la table de sa cuisine, Alex a appris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La confiance n'est pas un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas une qualité réservée aux extravertis ou à ceux qui n'ont jamais douté. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se construit. Pas en un jour, mais décision après décision. Pas en avant, après pas en avant. Tu viens de passer du temps à comprendre le mécanisme. Maintenant vient la partie qui compte vraiment. Agir. Commence petit, aujourd'hui. Une seule chose. La prochaine fois que tu as quelque chose à dire, dis-le. Pas parfaitement, juste sincèrement. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose, partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. C'est souvent le livre qu'on n'a jamais cherché qui change tout. On se retrouve dans le prochain. Et en attendant, marche avec tes doutes. L'architecte de ta vie, c'est toi.